Bonjour à tous, bienvenue au podcast Les Barbadata pour ce nouvel épisode où on va parler des secrets. Et avec nous, comme d'habitude, mes comparses, mes compères, mes amis, mes partenaires, Stéphane et Avi. Et pour faire ceci, pour discuter, on a invité Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, merci de me recevoir. Déjà, je m'appelle Mathieu, donc je suis Product Manager chez Guide Guardian, où on s'occupe donc de détecter les secrets qui traînent là où ils ne devraient pas être et où on vous aide à gérer et à gouverner ces secrets. Ok, donc t'es dans la confidence, quoi. Je suis un peu dans la confidence. Dans le IT de la confidence. C'est ça. On est parti. Très bien. Bon, moi, je vous ai préparé un petit texte d'intro. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça évoque des choses chez vous. Comment garder un secret ? Un secret, c'est ce qui doit être tenu caché. Ce qu'on ne répète pas, ce qu'on protège. C'est une information à risque qui, si elle est divulguée, peut avoir des conséquences. On parle de secret d'État, de secret défense et de secret de famille, imaginez. Dans l'informatique, un secret, c'est une clé qui donne accès à un système, à une base de données, voire à une infrastructure entière. Une clé qui doit rester protégée, stockée en lieu sûr, invisible. Mais plus on code, plus on manipule ces clés. Et plus on les manipule, plus on prend le risque de les exposer. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on code plus vite, on code plus souvent, on code presque sans friction. Alors quel constat ? Est-ce que le risque devient exponentiel ? Et une question, comment éviter que nos secrets deviennent des secrets de polichinelle ? J'ai bien aimé ton texte. Lourd, hein ? Ouais, Lourd. j'ai bien aimé. Magnifique. Ouais, non, Il était parfait. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire après ça. Ouais. C'est compliqué. Ah là là, Ça va être donc plus besoin de compliqué. lunettes. Bah oui, mais c'est un peu ce que ça va nous évoquer aujourd'hui. Vraiment, parce que je pense que notre public, il y a des gens qui viennent de l'IT, donc welcome les informaticiens. Mais on a aussi des gens qui connaissent un peu moins les termes, le jargon, Ouais. puisqu'il y a parmi nos auditeurs et nos viewers du monde, des gens de la vie de tous les jours qui sont pas dans la matrice. Et effectivement, le secret, bah, c'est pas si évident que ça quand nous on en parle en tant qu'informaticien. Donc voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire avant qu'on se plonge dans les méandres des confidences de l'IT ? Non, chaud. Allez, en avant. Chaud ? Non, Chaud ? allons-y. Chaud. Très bien, Mathieu, je te laisse nous reparler un petit peu rapidement Ok. ton parcours, qu'on soit bien en place, et puis après, chacun de nous, on va donner un peu notre pédigré, et on y va. Je suis chez Guide Guardian là, depuis quelques années. Et voilà, on est spécialisé dans ça, dans tous ces secrets que tu viens si joliment de présenter. Faire en sorte que, un message qui soit fait auprès des entreprises sur le fait que beaucoup trop de ces secrets circulent beaucoup trop dans des endroits où des attaquants peuvent les trouver. Et donc notre boulot chez Guide Guardian, c'est ça, c'est de aider les entreprises à déjà avoir une carte de l'ampleur des dégâts. Où sont ces secrets, où est-ce qu'ils sont leakés en fait, et d'un autre côté les aider à mieux gérer cette masse d'informations qui est gigantesque à l'échelle. Quand on parle de boîtes qui ont des dizaines de milliers de développeurs, ça commence à devenir un véritable Ouais, j'imagine, sujet. l'océan. Et c'est un océan. Et donc voilà, c'est ça qu'on fait. Et donc moi, je suis plus principalement au produit, dans l'équipe produit, et donc en charge là de la gestion des incidents. Parce qu'une fois qu'on a trouvé 75 000 secrets chez quelqu'un, que ça a créé 75 000 incidents, il faut attaquer cette montagne en fait. Donc je fais ça. Et sur aussi tout l'aspect intelligence artificielle. Comment on arrive à mettre de l'intelligence artificielle pour gérer cette montagne de data. Et pour aider nos clients à remédier ces 75 000 incidents. Ouais, il fallait bien ça. Et il faut ça parce que des scripts, du code classique, du code déterministe classique, ça va jusqu'à un certain niveau. Et puis après, il faut passer à une autre couche d'intelligence, je dirais. C'est pour ça qu'on a investi lourdement, nous, dans l'intelligence artificielle pour traiter ce problème-là. Ok, très bien. Donc là, je vois, tu plantes un petit peu le décor, donc parfait. Avis, toi, rapidement, pour nous dire un peu de quel endroit tu vas parler. Moi, je vais certainement me positionner du côté de mon métier original qui est l'intégration. Donc, après le DevOps, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'intégration. Et il y a une chose intéressante à noter, c'est que entre le passage de l'intégration à la mode de papa manuel, où on lance des scripts à la main, on fait plein de trucs comme ça, et le DevOps, il y a eu une très très grande vague de méfiance de DevOps, et il y a eu de la réticence, beaucoup de réticence au DevOps. Et
parmi les arguments les plus forts, hein, c'était de dire ah bah oui, mais si on automatise tout, on va avoir de la perte de secret, on va avoir de la perte de confidentialité, on va plus maîtriser en fait, on va plus maîtriser nos données. Et nos données confidentielles en particulier, quoi. Et alors que c'est complètement le contraire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que DevOps est venu rajouter, au contraire, en passant par des processus qui étaient automatisés, maîtrisés, avec des contrôles et surtout de la visibilité sur les processus, on a réussi à commencer à faire ce travail d'endiguement dont tu parlais tout à l'heure. Mais ça a été, au contraire, DevOps a été une des choses qui a commencé à faire basculer le domaine de la sécurité d'un domaine à, on verra après, à une espèce de réalité tangible qui commence à changer les mentalités. D'accord, toi, tu as vu cette transformation. Je suis en train de voir, en fait, Ah, c'est une continue. transformation qui est en train de s'opérer là, à l'heure actuelle. On est en train de doucement basculer de la phase de vague prise de conscience à OK, on va peut-être s'y mettre. Merci, Avi. Et toi, Stéphane, d'où tu vas nous parler? Et ben moi, je vais vous parler de la petite tour. Enfin, tour pas très haute. Moi, j'aime pas qu'elle soit trop haute. La tour de la gestion de projet et en fait du leadership de ces équipes opérationnelles, que ce soit des devs, plutôt du DevOps en ce qui me concerne. Et en effet, sur le sujet des secrets, je suis totalement en phase avec toi, Avi. On est en train de se dire, ah ben ouais, faut peut-être plus qu'on mette ça à la fin du projet, quand on doit aller en prod, faut peut-être qu'on s'en occupe beaucoup plus tôt. Et en effet, moi, j'ai eu pas mal d'expériences où c'était pas le sujet, quoi. C'était pas le sujet. Et au niveau de la culture des entreprises, de la culture des DSI, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est... Alors, il y a beaucoup d'organisations, oui. On sait que c'est grave parce qu'on a eu nos copains à côté qui se sont fait pirater. Ils étaient dans une pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais de là à ce que ça soit vraiment adopté par les doers, il y a encore un gap. Et il y a des choses qui arrivent. Le problème, c'est ça arrive au moment où l'IA arrive aussi, où plein de choses arrivent. On développe plus, comme tu le disais, José. Et voilà. Et pour mener des équipes et les comment dire, les encourager fortement à inclure ça dans leur hygiène de développement, parce que je pense que c'est une hygiène qu'on doit avoir. C'est pas encore facile. Et donc du coup, ça sera ma fenêtre. D'accord, donc ouais, tu vois mais tu rejoins la vision d'Avi et puis, elle est un peu partagée. C'est-à-dire qu'on a presque à la croisée des chemins entre le moment où on était en train de prendre conscience que c'est bon, il faut le faire. Voilà. Et maintenant, faut le Et l'IA faire. arrive et donc ça va être mais en fait, plus non, violent. j'ai autre chose à faire. Ok, bah ça c'est parfait. Ça introduit bien ce dont on va parler à partir de maintenant, la prochaine phase de notre discussion. J'avais envie de parler, vous allez pouvoir en donner un peu plus de détails, sur le poids de cette gestion des secrets. Avant versus maintenant. C'est-à-dire que là, ce qu'on entend, c'est que on a commencé à en prendre conscience. Et puis maintenant, ça commence à rentrer dans les processus de fabrication logicielle de manière plus industrielle, ou en tout cas plus adoptée et acceptée par tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, ça comptait pas du tout? Ça pesait rien, la gestion des secrets? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Moi, je dirais que les gens sont conscients de ce que ça représente en termes de risque. Ils ont toujours été conscients de ça. Là-dessus, Okay. on est en phase là-dessus. Par contre, dans le Kanban, dans le Kanban de tous les jours, on le voit pas. Moi, je vois pas d'épiques secrets. J'ai rarement vu des épiques secrets où on se dit ouais, là, on va traiter les secrets, on va s'arranger, surtout en début d'un projet IT. Et puis dans le day-to-day, souvent, voilà, Ouais, c'est ce que je disais, c'est l'enfant pauvre parfois. Ouais. Je trouve. Mais ça a été très longtemps. Enfin, les questions de sécurité ont très, très souvent et pendant très longtemps été l'enfant pauvre de tous les projets. Ça arrive à la fin, c'est comme ça. Et mais parce que c'est normal. La pression se fait sur le fait de mettre la feature en prod, de mettre l'appli en prod, de mettre le système en prod. La pression n'est pas sur de mettre un système sécurisé en prod, forcément. D'abord, il y a cette réalité à voir, et c'est pour ça qu'on va vite, et c'est pour ça qu'on fait les choses. Ouais. Et très souvent, on ne revient pas après sur attends, est-ce que c'est bien sécurisé? Est-ce que c'est connecté avec le Volt? Est-ce que Oui, il y a un etc. côté genre, c'est implicite que ça doit être bien. C'est bien implicite que sécurisé. ça doit être bien, etc. Et ça ne fait pas forcément aussi partie des checklists qui sont faites. Ou, voilà.
Mais en même temps, toi, ce que tu dis, Stéphane, pardon, c'est que, vous me perdez, vous êtes trop beau gosse. Je sais qu'on se ressemble. Comme deux couteaux, le frère. Il a des lunettes, j'ai des lunettes. Donc, Stéphane ou Avisfan, toi, ce que tu dis un peu, le fait que on a conscience du risque, c'est que c'est un peu une sorte de charge mentale pour les équipes, mais pas forcément traitée en... C'est une charge mentale, mais qui a pas le dessus dans la dynamique et dans les drives d'un projet. Comme tu le disais, on ne demande pas aux devs et aux équipes, il faut que ça soit sécure. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent maintenant, et quand je dis maintenant, c'est depuis ces dernières années, là, où on voit un nombre d'attaques qui font date et qui... C'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Ouais, le truc, c'est, je viens de repenser à un vieux. Quand on demande pas aux devs, quand une feature arrive en prod, on demande aux devs que les tests soient écrits. Ouais. Déjà, avant, je me souviens d'une époque où les tests, c'était pas obligatoire. En fait, tu poussais ton truc, etc. Après, c'est devenu dans la culture. Il y avait même une sorte d'interdiction des trucs parce que c'est chiant à faire, etc. Je ne doute pas. Et après, on a dit, attends, il n'y a plus aucun truc qui est émergé si il n'y a pas de test avec. Ouais. C'est arrivé dans la culture, en fait. C'est ça. Et on n'est pas encore arrivé au moment où, dans la culture, il faut que ce soit sécurisé. Il faut que le truc soit contrôlé, etc., etc. Ça, c'est pas encore arrivé. Et j'attendais à ce que ça arrive. Tu vois, ce mouvement-là que vous décrivez tous les deux sur ça s'est pas fait avant, c'est en train d'être fait, etc. Ce que je constate, c'est que l'IA, le développement par IA, ce phénomène agentique qui est en train de tous nous emporter à une vitesse folle, en fait, c'est un stress test global du système. C'est-à-dire que on va créer plus d'applis, il va y avoir plus de secrets dans tous les sens, mais c'est surtout que ça permet à tout le monde de voir que ce problème qui existait avant devient plus critique maintenant, quoi. Et je pense que ça va encourager de plus en plus OK, il me fallait mon code, mes tests, et il faut que ce soit sécurisé. On ne parle pas que, évidemment, de la gestion des secrets, mais la sécurisation d'une appli, c'est plus global que ça, mais ça va devenir maintenant indispensable. Nous, on voit là, depuis les derniers mois, une recrudescence des attaques, par supply chain attack, et les payloads, c'est quasiment toujours là, c'est des credential stealers. Point. Tu exfiltres tous les secrets qui traînent sur la machine du dev ou dans ta CI, et après tu latéralises, etc. Et ça se multiplie. Et je pense que quand ce message sera parvenu aux dirigeants, et je pense que le message commence à être fortement poussé vers les dirigeants avec ce qui arrive avec Mythos, par exemple, ça va redescendre en termes de OK, il me faut du code, des tests et de la sécu. Il n'y a aucun truc qui part en prod sans que ces trois pans soient faits, si on arrive à résumer ça comme ça, quoi. Tu as posé une question tout à l'heure, on faisait comment avant par rapport à maintenant? Dans le avant, en fait, on n'a pas répondu à la question. On n'avait pas d'outils. Il n'y avait pas d'outils. Donc, on savait que les secrets, c'était un problème, mais les secrets, dans le meilleur des cas, ils étaient stockés en base de données avec une encryption dans le meilleur des cas, des choses comme ça. Moi, je me souviens, donc, bien évidemment, des feuilles Excel parfois imprimées qui étaient posées sur le bureau des opérationnels. Donc, Déjà, moi j'ai commencé ma carrière à une époque où on avait conscience qu'il fallait séparer les opérationnels du reste des équipes de dev ou des équipes IT, justement à cause de ces problèmes de confidentialité. Donc on a utilisé cette solution, on s'est aperçu après que ce n'était pas vraiment une, de mettre les ops et de faire une espèce de divorce dans l'IT entre ops et dev. Donc heureusement, aujourd'hui... On les a rabibochés, quoi. Mais donc, le problème de tout ça, il n'y avait pas d'outils. Donc, on avait les mots de passe enregistrés dans des feuilles Excel, on avait les mots de passe dans des bases de données, et puis, tu avais aussi tous les mots de passe opérationnels qui permettaient aux développeurs de faire leur travail. Faire leur travail. Et ils étaient obligés de se filer des mots de passe, alors des mots de passe de base de dev. Bien évidemment, les mots de passe de base de prod tournaient dans tous les sens, tout le monde les connaissait. Souvent, c'était pas non plus des trucs de ouf, parce que justement, étant donné qu'il n'y avait pas d'outils pour pouvoir les récupérer, il fallait pouvoir s'en souvenir facilement. Moi, je me souviens de mots de passe de prod. J'ai presque honte de les dire. Tellement ils étaient simples. En 5 lettres. Ouais. Non, mais ça existe encore aujourd'hui. On les voit encore le fameux Change It. Non, mais voilà, t'as Change It, t'as Apéro, t'as plein de trucs, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Mais donc,
Ça, c'est un constat de base, d'accord? Ça, c'est un constat de base. Ah, Et en fait, rapidement, ça veut dire qu'en 2005, par exemple, il n'y avait pas de coffre-fort. C'est de ça. quoi tu parles? Oui, voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Non, mais je m'en souviens maintenant. Tu vois. Je suis rentré sur le marché du travail à peu près dans cette Ouais, époque-là. ouais, En ok, 2005, ok, c'était ça. ok. Et il n'y avait rien. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était une histoire d'outils aussi. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et je me souviens de ces tableurs Excel, ouais, effectivement. C'est fou. Et donc, du coup, Il fallait bien avancer. entre 2005 et les premières versions de Vault et de CyberArk, il y a quoi, 10 ans? 10 ans, ce que j'allais dire. 10 ans? 10 ans. Donc, concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a quand même accumulé 10 ans de dette sur Ouais, la gestion ouais. des Et mots de passe. mauvaises habitudes. Et de... Mauvaises habitudes. Mais Donc, c'est pas de la dette. je- Il n'y a rien. Oui. Il y a rien. On fait avec ce qu'on a. On crée de la dette. Voilà. Non, mais On en aujourd'hui, crée les sans le outils. savoir. Ah ouais. Il n'y a rien. Voilà. On ne souscrit pas, on voilà. l'a. C'est à partir de ces 10 ans-là où après, ne pas se dire attention là, mon tableau Excel, faut que je lui coupe la tête. Oui, mais ça, c'est terminé, on le voit plus. Voilà. Enfin, je veux Oui, dire, on le voit plus. Mais la dette, c'est à partir de là qu'elle Oui. se crée, quand on fait pas le changement. on le voit plus. Enfin, moi, je le vois chez mes clients, je vois plus ça. C'est. Mais bon, après, enfin, on cherche. il te le cache. Je dis, je le vois plus. On cherche nous les secrets qui peuvent être dans le code, dans les repositories, dans les containers, les images, etc. On va aussi les chercher dans les outils d'instant messaging comme Slack ou Teams, etc. Et ils sont encore là. Ah oui. Parce que c'est ce que tu disais. Je pensais à ça quand tu disais, on se le partage parce que on se partage les secrets parce que il faut avancer, il faut faire les trucs, il faut sortir les trucs. Et au marketing, il faut qu'ils accèdent à ce truc parce qu'ils commencent à bricoler avec l'API, parce qu'ils font ça avec Claude, et donc il leur faut une clé d'API. Du coup, ça transfère par Slack, et ça continue, ça, en fait. Mais parce qu'il y a des besoins opérationnels qui sont très, très forts. Et ça continuera encore. Mais donc, il faut monitorer, il faut regarder, et il faut les surveiller. Ouais, ce que j'entends, c'est que donc là, on avait, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, le problème du manque d'outils pour la gestion des secrets, des mots de passe, des clés, etc. Pas d'outils, puis on s'organise. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en plus, il y a une sorte de changement d'échelle et de périmètre qui amène ça au métier, qui va devoir manipuler ces clés plus souvent. Et donc, multiplier les canaux d'échange de secrets. C'est ce qu'on voit, oui. Ah oui. Oui, parce que là, de plus en plus, les gens vont fabriquer des choses. Et notamment, ça a commencé un petit peu avant l'IA, on voit, nous, on le voit en interne aussi. Je vois des gens qui, avant, essayaient de se former eux-mêmes pour fabriquer un outil interne, etc. Et mais c'était quelques exemples. Là, aujourd'hui, c'est tout le monde. Tout le monde qui prompte, je veux un tableau de bord pour ceci, je veux une app qui fait cela, etc. Et ça marche très très bien. Du coup, le périmètre s'accroît de manière exponentielle, en fait. Et, mais c'est pas le même public. Non, c'est pas du tout le même public. C'est pas du tout le même public. public. C'est pas des gens qui ont été formés à gérer des secrets. Voilà, Et là, du coup, c'est des gremlins. Et on a déjà du mal à l'amener vers les gens dont ça devrait être la responsabilité et le métier, mais pour plein de raisons, c'est compliqué. Et là, tout d'un coup, le public s'accroît d'un coup, quoi. Ouais. Tu vas sur les autres départements, legal, juridique, marketing, tout. Ouais. C'est parti. Ouais, ça nous amène, quelle transition, vous êtes magnifiques, messieurs, vers ce que je voulais qu'on évoque après. C'est l'explosion des usages. Avec l'IA, le vibe coding, donc là, pile poil, on est dedans. Et c'est vrai que la dimension c'est le vibe coding pour les développeurs ou pour le public technique. Tu dis, bon, il y a quand même des bonnes pratiques qui vont être respectées, c'est-à-dire qu'un développeur qui a en tête les principes clean code ou des trucs comme ça, va se dire, ouais, je le fais bien. En revanche, si ça monte dans des strates métiers, face aux clients, ouais, là, t'as plus. Enfin, ces formations-là n'ont pas atteint ces publics-là. Non. Mais après, j'ai pas envie de dire que, par exemple, quelqu'un. J'ai toujours mon biais, je vois que mes collègues travailler, etc. Je suis pas non plus. Je connais pas tout le monde, mais ils sont conscients du truc. Mais comme les devs, ils ont besoin d'avancer, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas les bloquer non plus. Mais comme ça a été sur le public développeur, c'est ce que je disais au début, il faut qu'ils livrent la feature, quoi. Il faut qu'elle arrive en date et en heure. Et s'ils n'ont pas vraiment accès aux outils, s'ils n'ont pas la bonne doc, s'il n'y a pas la bonne organisation, etc., au bout d'un moment, ils vont prendre des décisions qui sont peut-être pas judicieuses. Mais au marketing, c'est un peu pareil. Ils sont bien conscients que cette clé d'API, elle ne devrait pas être dans Slack. Mais en même temps, il faut programmer son workflow N8N, il faut faire des trucs comme ça, il faut avancer, quoi. Et ils sont conscients. Mais en même temps, est-ce qu'on donne les bons outils à tout le monde correctement? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? C'est ça. Ouais, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a le rush, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu sous pression et donc il faut livrer.
on prend les décisions imposées, entre guillemets, par le timing. Et puis, il y a un effet secondaire à ça, c'est le désalignement entre toutes les équipes, puisque chacun va faire un peu à sa sauce. Et que j'imagine que toi, à ton niveau, quand tu viens auditer tout ça, tu vois toutes ces discrepancies, comme diraient les carries. Ça doit être quelque chose. Alors, quand ça explose, assez souvent, on a des clients qui rentrent en phase d'essai. Pas très souvent, mais ça arrive. Mais il n'y a pas ce problème chez nous, c'est sûr. Tu branches le machin, tu branches le machin et bam, 30 000 incidents dans ton dashboard. Ah oui, en plus, tu sors des 30 000, c'est pas, il y en a 8. Ah non, nous, on vise un segment, le segment entreprise, les grosses organisations, les grandes organisations. Non, on parle de dizaines de milliers. C'est ça et très souvent, les gens sont atterrés. Mais ils sont pas non plus. Certains tombent un peu des nues, c'est une minorité. Ils savent bien qu'il y avait un problème. Ils étaient conscients qu'il y avait un problème et ils ont le problème sous les yeux, quoi. On parlait du manque d'outils à une époque, mais en fait, en y réfléchissant, moi, je pense aussi à la faiblesse des outils aujourd'hui. Je parle absolument pas de l'outil de Git Guardian. Moi, je parle vraiment des outils qui permettent Aujourd'hui, il n'y a pas de gestionnaire de workflow de mots de passe. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des trucs qui te permettent de garder des mots de passe. CyberArk va un petit peu plus loin en te disant avec ton mot de passe, avec mon application, je vais te permettre de te connecter à un serveur. C'est un premier workflow, c'est très très bien. Mais de savoir que par exemple, j'ai une équipe de dev, j'ai un mot de passe de base de données de développement. J'ai besoin de faire en sorte qu'un développeur, pour lancer un test, se connecte à la base de données en utilisant ça, machin. En fait, cette réflexion-là aujourd'hui, donc dans le workflow associé au mot de passe, que ce soit un workflow de développement ou n'importe quel workflow de travail, n'existe pas. C'est pour ça que je dis souvent qu'en fait, nous, on est assis sur un problème administratif. C'est un modèle de gestion c'est pas un problème technique que Git Guardian résout, c'est un problème administratif. C'est ce que tu décris de gestion d'organisation, en fait. Et c'est ça qui doit être le plus simple possible et le plus facile à mettre en œuvre possible, mais qui est très difficile finalement à mettre en œuvre pour que ce soit facilement utilisé. Un peu le cœur du problème, je pense qu'il est là. Il est là. Et par rapport à ce que tu disais sur cette explosion agentique, je reviens à mon image. Enfin, pour moi, les agents c'est simplement de l'essence que tu mets sur un feu qui était déjà latent et sous-jacent, quoi. Et là, tu verses ce jerrycan d'essence sur ce truc qui s'embrase, en fait, à la fois via les attaquants qui sont capables de démultiplier les attaques très facilement grâce aux agents. Nous qui produisons beaucoup plus de surface d'attaque possible, parce qu'on va produire plus de trucs, et un process qui est pas encore là. Qui est pas encore là. Qui est même pas identifié. Alors, qui est peut-être moins émotif. C'est un peu extrême, peut-être, de dire qu'il est pas encore là. Il y a sûrement des boîtes qui font ça très, très bien, qui sont arrivées à s'organiser, qui ont ça. Enfin, on peut pas tirer des généralités, mais c'est un problème très complexe, quoi. Oui, j'imagine, mais c'est que vous êtes toujours aussi visionnaire. Ce que je voulais qu'on aborde après, pour de vrai en plus. C'est se surprend lui-même. La technique d'animateur. On va vers là. Je vous laisse faire. En fait. On a un fil conducteur qui est bien fait. C'était les causes des fuites des secrets. Et en fait, ce que vous dites, c'est que les causes de cette surface attaque qui grandit, elles sont à la fois, elles sont moins techniques que organisationnelles. Il y a un truc de process, de culture d'entreprise qui amène ça. Oui, enfin, il n'y a pas de culture. C'est une absence de culture, peut-être. Une culture qui dit faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Je suis convaincu qu'un développeur ne hardcode pas un secret dans son code en pensant que c'est une bonne idée. C'est sûr. Il le fait, ou elle le fait, pour des tonnes de raisons. Je suis pressé, il faut que ça marche, on m'a pas donné la doc, on n'a pas de Vault dans ma business unit dans ce pays-là, il y a pas de Vault, j'ai pas accès au Vault, j'ai pas les droits, etc. Et le cas de j'ai pas fait exprès, j'ai oublié, de mon point de vue, ce sont des cas minoritaires. Et il y a déjà, nous, on propose des outils pour t'avertir dans ton IDE que tu as recodé un machin, enlève-le avant de push ton commit, etc. Mais la majorité des cas, c'est ça, non, il faut que j'avance, il faut que je bosse, quoi. Mon truc, il arrive. Tu vas. Faut y aller. Je pense que c'est ça le fond du truc de la charge mentale, il est quelque Oui, part. on revient sur ce qu'on disait au début. Exactement. Et jusqu'à ce qu'il y ait turnover, tu changes de mission, tu t'en vas. Et là, c'est mort. Le truc est perdu. Mais ils font
je suis d'accord avec toi, ils font pas exprès. Et très souvent, ils oublient quand même. Parce qu'ils font ça pour débloquer une situation. Oui. Et puis ils se disent, je vais le faire plus tard. Il y a le cas classique, tu es en train de dev le truc sur ta branche. Tu dois accéder vite fait à cette base de données ou à cette API. Tu le mets dans ton. Parce que tu es dans tes premiers commits. T'as un petit truc à voir. Et tu as oublié le commit, tu as oublié que c'était recodé. Ouais. Et après, tu pushes le truc. Et le truc fonctionne, donc il n'y a pas d'alerte, quoi, en fait. Ça arrive, c'est sûr. Enfin, c'est bien sûr que ça arrive. Mais je pense pas que ce soit la. C'est pas volontaire. Sinon, sinon, ce serait facile à régler comme problème. Mais je pense que le problème, il est plutôt administrativo, workflow, process, qu'autre chose. Vous avez mis le doigt dessus. Quand on parle des organisations, une organisation, c'est ce qu'il y a de plus complexe à faire évoluer. Et ça prend du temps. Donc, plutôt bien pour Guy Gardouane. Oui, on a du boulot. Ça prend du temps, et surtout quand on voit qu'on a toute cette nouvelle population qui se met à manipuler de l'IT, qui n'en avait jamais manipulé avant. Et là, un secret, d'accord, c'est un secret pour toi, pas pour moi, j'ai passé à mon pote. Et puis voilà. Et ça va être un gros challenge au niveau des sociétés. Si, donc depuis, on va dire qu'on discute depuis les années 2005. Donc, il y a une vingtaine d'années d'informatique derrière nous, où ces problèmes existaient avant. Comment ça se fait que les pirates, les attaquants n'ont pas pris le pouvoir sur toute la planète? Parce qu'ils avaient les mêmes moyens que les défenseurs. Ils ont les mêmes limitations. Ils avaient les mêmes c'était l'âge de pierre pour tout le monde. C'était l'âge de pierre pour tout le monde. Construire des attaques, ça coûte plus ou moins cher. Donc, tu essayais de vraiment construire un chemin d'attaque et des points d'attaque qui avaient du sens. Tu allais par exemple te concentrer sur les gros projets très populaires, si on parle des projets open source par exemple, ou comment tu allais essayer de délivrer ta payload en fait, à travers un certain chemin. Aujourd'hui, ils peuvent arroser largement. Tu vois. On voit des supply chain attaques arriver sur des mini repos d'open source avec 3 stars, machin. La stratégie a complètement changé. Et ils n'ont pas pris le pouvoir avant parce qu'ils étaient limités aussi. Et maintenant, ils ont accès aux mêmes outils que les défenseurs auxquels on a accès. Et ils peuvent arroser plus facilement. Et donc, du coup, ça démultiplie aussi les angles d'attaque, les failles dans les systèmes, etc. Et c'est pour ça qu'on voit cette multiplication. Il y a eu LightLLM, Shai-Hulud dernièrement. Voilà, et on le voit se multiplier, mais quasiment. Là, en ce moment, on est sur chaque mois, chaque quinzaine, en ce moment, j'ai l'impression. Il y a une montée en pression autour du nouveau modèle d'anthropique, là, Mythos, qui, alors, je ne sais pas si c'est techniquement vrai. Il y a une part de vrai technique, évidemment. Est-ce qu'il y a un peu un coup marketing autour de ça? Mais je pense que fondamentalement, il y a quelque chose qui est vrai. Et c'est ça. On va avoir des modèles qui sont capables de voir beaucoup plus de failles, à la fois pour les défenseurs et pour les attaquants. C'est un jour, Mythos, tu le donnes entre les mains des équipes d'attaquants les plus célèbres qu'on peut connaître, etc. Tu leur donnes des outils comme ça. Et les gars, ils voient tout à très peu de frais, en fait. Ils peuvent trouver des failles dans ton mur beaucoup plus rapidement. Et c'est flippant. C'est vrai que c'est flippant. Il y a une dimension d'accélération. Complètement. De ce jeu, quoi, en tout cas. Et de la baisse dramatique du coût de l'attaque. Ouais. En fait, tu peux aller voir de partout, tu peux laisser des agents traîner sur un réseau et voir. Donc tu as le même équilibre de force entre ceux qui veulent protéger leurs données et ceux qui veulent aller chercher quelque chose. Sauf que tu vas plus à 40 à l'heure, tu vas à 180. Tu vas à 180. C'est l'échelle. Tu vas à 180 et c'est pour ça qu'il y a tout le monde monte en pression autour de Mythos et les défenseurs veulent avoir accès à l'outil d'abord pour regarder leur périmètre, pour analyser leur périmètre et combler les trous. Mais là, il va falloir que ça se passe très très vite et à vitesse accélérée. Et demain, la guerre qui va se jouer entre attaquants et défenseurs, elle va être à 180 à l'heure, elle va être à 300 à l'heure. Ça va être une folie. Aujourd'hui, tu n'as pas identifié les workflows du mot de passe. Donc, le cycle de vie de ton mot de passe, d'accord? Donc, ton mot de passe, il naît quelque part dans un vault. Ensuite, il doit être passé à un développeur. Ensuite, il peut aller dans un fichier texte ou un machin comme ça. Enfin, tu vois. Donc, et tout ça, en fait, ce sont des vecteurs. Et tu as énormément de gens qui font de manière complètement, mais sans en avoir conscience, des erreurs de sécurité qui sont archi basiques et qui servent de vecteurs à des attaques
D'où l'importance de vraiment, aujourd'hui, une des problématiques vraiment importantes, c'est d'arriver à identifier le workflow, le cycle de vie du mot de passe. Comment est-ce qu'il naît, toute sa vie, comment est-ce qu'il meurt et pourquoi est-ce qu'il faut le changer? Mais ça, c'est un des 2 aspects qu'on propose avec GitGuardian, de donner aux opérateurs la vue de, pas une vue de où sont les secrets dans les endroits où ils ne devraient pas être, mais où est-ce qu'ils sont utilisés, les workloads, les volts, etc., pour qu'on puisse donner cette image de ce secret-là est utilisé là, c'est ton cube de prod ou c'est tes pods, machin, etc. Et tu as cette vue après d'ensemble pour pouvoir manager donc, tes identités. Mais donc on essaye de donner c'est pas comme ça, on parvient à donner cette image à partir du moment où tu as intégré tous tes systèmes avec GitGuardian. Mais là où ce qui est vrai dans ce que tu décris aussi sur la latéralisation, elle est de plus en plus complexe. C'est-à-dire, on a développé récemment un assistant au sein de GitGuardian pour aider les SecOps à comprendre un incident. Ce qu'un attaquant pourrait faire avec un secret, s'il était trouvé par un attaquant. Et donc, je le testais, je regardais, etc. Et je trouve une clé, c'était une clé vers un service IA, que je nommerai pas, mais un service IA. Et l'agent me dit, l'assistant qu'on a développé me dit, c'est hyper critique. J'ai dit, non, c'est pas hyper critique. Au max, ce qui peut être fait, c'est que l'attaquant prend la clé et te fait péter ta facture sur ce service-là. Et à l'échelle d'une grande entreprise, il y aura une facture qui explose dans le service machin et c'est pas très grave. Et l'agent m'explique, en fait, non, parce que tu vas rentrer sur ce système, mais ce système, donc si je lis la doc du système, le système peut être connecté à des bases de données, parce qu'il va, via un serveur MCP, récupérer ça. Et puis après, tu vas se faire ceci. Et il m'explique une hypothèse de latéralisation, si tu veux. Et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. C'est comment tu vas retrouver ces chemins pour donner à un incident une criticité plus importante, parce que tu vas pouvoir faire cette latéralisation. Et c'est ce que font les attaquants. Et c'est pour ça que quand ils délivrent une payload sur une machine, c'est tout de suite trouver les secrets qui sont présents sur la machine, les exfiltrer et commencer à rentrer et à trouver des chemins très 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 rapidement dans ton système. Alors, pour les trucs les plus retors et les plus complexes, s'installer de manière invisible, attendre plusieurs mois ou années, etc. Ça, c'est quasiment des attaques d'État à État, mais sur les trucs, les trucs classiques qu'on voit arriver, c'est ça. C'est très très vite essayer de latéraliser pour choper très très vite le maximum d'infos et de données. Sachant qu'une fois que tu as les secrets, de toute façon, c'est asynchrone. Donc, ta latéralisation, tu l'as fait avec plus de relaxation. Tu l'as fait avec plus. Alors, oui, tu l'as fait avec plus de relaxation parce qu'en fait, et c'est là, un de nos credos, c'est les attaquants se connectent. Ils ne cassent pas la vitre pour rentrer maintenant. Ils se connectent. Et donc, à moins que tu aies un système comme un SIEM qui soit hyper bien configuré pour, par exemple, trouver des attaques, des patterns du type le voyage impossible. C'est-à-dire, Stéphane s'est connecté une fois à Paris et une heure après, il s'est connecté de Rome. Voyage impossible, il y a une alerte, etc. C'est compliqué à mettre en œuvre tout ça. Donc, à moins que tu aies ça dans ton système, ces règles de détection soient bien installées dans ton SIEM, c'est des attaques qui sont invisibles. C'est une connexion. C'est quelqu'un qui utilise une clé d'API pour récupérer ça. C'est quelqu'un qui rentre sur ce système avec une clé qui est légitime, etc. etc. C'est pour ça que c'est extrêmement insidieux, en fait. C'est à la fois l'attaque la moins chère pour tout ça, parce que tu n'es pas obligé d'aller choper du stack un buffer overflow quelque part pour monter tes permissions, etc. Tu vois, tu as une clé, tu la chopes, tu rentres sur ton système, quoi. Et c'est du Arsène Lupin. C'est du Arsène Lupin. C'est Arsène Lupin qui est capable. C'est même pas qu'il crochette une serrure. Non, il la crochette pas. Il a la clé, quoi. Il rentre, il ouvre ton coffre, il prend tes lingots. Et voilà. Mais pour toi, par exemple, le fait que GitLab CI aille se connecter à un IDP pour récupérer un token pour pouvoir pousser quelque chose dans Sonar, tout ça, c'est quelque chose qui est. Je pense qu'à un moment, il faut. Ça peut faire partie de l'avenir. Ça peut faire. Je pense qu'il n'y a pas de. Moi, je vois un monde où les attaquants vont être de plus en plus puissants, de plus en plus présents. La pression va être beaucoup plus grande. Où il faudra qu'il n'y ait plus de secrets qui traînent nulle part, en fait. Et il faudra aller vers ces systèmes d'autorisation instantanée ou des choses comme ça. On est en train d'étudier le poste du développeur en ce moment. On a vu les attaques récentes. Là, pour le coup, c'est un autre type de supply chain attack. C'est dans tes dépendances dans un projet. Donc,
le truc a été compromis. Shayload. Alors, c'est Shayload, c'est dernièrement LightLLM, par exemple, une des versions de LightLLM qui a été compromise. Donc, le gars a mis une payload, un credential stealer dedans. Toi, tu es là, tu es en dev, tu n'as rien poussé encore sur ton repo, tu es en train de dev, tu mets à jour tes dépendances sur ton projet en local. Hop, la payload arrive, le credential stealer est installé et ça commence à exfiltrer immédiatement. Et donc, on voit bien, on se rend bien compte qu'il y a cette nouvelle surface d'attaque qui sont les 10 000 laptops de tes développeurs dans ta boîte qui contiennent des milliers de secrets. Parce que là, ce qu'on est en train de proposer, et les choses sur lesquelles on est en train de travailler, c'est de mettre notre moteur de détection, non pas sur la plateforme, mais de pouvoir permettre à nos clients de le livrer directement sur les laptops des développeurs pour qu'on fasse un état des lieux de qu'est-ce qui est sur ta machine, dans ton point env, dans ton historique bash, etc. Et on constate que la surface d'attaque est démentielle, en fait. C'est-à-dire que ta dépendance NPM que tu vas aller récupérer sur NPM ou sur PyPipe même, qui a été compromise parce que X ou Y, elle va arriver sur le laptop de ton dev et tac, les secrets partent dans l'instant. C'est truffé de mots de passe. Il faut conseiller plutôt de faire en sorte que rien ne traîne, quoi. Rien ne traîne nulle part. Mais il faut mettre en place les outils, il faut mettre en place la culture et tout ça. Ouais. Mais ça va être violent. Je pense qu'avec... dans les temps qui viennent, ça va être très très violent de ce côté-là. La charge au niveau de la pédagogie et de l'éducation de tous les utilisateurs, du coup pas seulement des devs et des techniciens, ça va être énorme. Ça va être énorme. Bien sûr que ça va être énorme, mais je pense que ça va aussi... je pense que c'est quelque chose qui va aussi venir du management de... Bon, attendez, à partir de maintenant, ça c'est vraiment... Il faut qu'on se focalise là-dessus, quoi. Ça devient important. Ouais. Là, pour le coup, vous avez fait une accélération plutôt sympa, et puis j'ai bu... les paroles, hein, c'était très clair. T'as bu de l'eau aussi. Ouais. Mais parce que je voulais qu'on ouvre sur la fin des secrets, justement. Parce que ce que tu disais un petit peu sur le fait qu'il va falloir passer par des autorisations très courte durée et arrêter de passer par ce principe d'avoir à un moment donné un mot de passe quelque part, quoi. Je pense qu'on ne va pas y couper parce que de ce que tu dis, je pense en tant qu'humain, on va être limité. De toute façon, on ne va pas suivre les règles 100%. Enfin, c'est pour des raisons liées au boulot. Enfin, oui. Le management, même s'il prend conscience de quelque chose, oui. Ça ne va pas empêcher le business de continuer et donc d'être au rendez-vous, à l'heure, en temps, etc. Des nouvelles lois qui vont passer et d'être, d'un point de vue légal, obligé de livrer à telle date. Le monde va continuer à courir. J'ai vécu tous les trucs pour avoir travaillé beaucoup dans les banques. Et c'est toujours été, enfin, en tout cas au milieu financier, toujours été très contraint. Et donc, j'ai vécu le moment où tu n'as plus le droit de laisser des feuilles sur ton bureau en partant le soir, le clean desk, Enfin, on essaye à chaque fois de tout contrôler, mais on n'y arrive pas parce que y a cette course en avant. Les outils qu'on ne va jamais arrêter de développer. Enfin, j'imagine qu'en plus, dans 15 ans, j'imagine pas les outils qu'on aura. Voilà, donc, à mon avis, le truc du secret est un... S'il faut faire des pensées, enfin, s'il faut penser d'un point de vue stratégique la sécurité de l'entreprise, gérer, monitorer les secrets, ça c'est une étape nécessaire aujourd'hui, mais le focus et la réflexion structurelle de notre manière de faire, c'est sur comment on sort c'est ça. Et comment on améliore la gestion des identités avec des trucs moins lourds que ce que c'est aujourd'hui. C'est ça. Et en donnant les outils pour que ce soit fait facilement à l'échelle du dev qui doit bosser sur son truc au quotidien, quoi. Si c'est trop compliqué, on retombera dans les mêmes travers. Mais là, oui, pour moi, ce constat est clair. Il ne nous en faut plus, que ce soit sur des workloads, des serveurs ou sur des machines perso. Ça ne doit plus traîner, quoi. Ouais, mais du coup, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va remplacer tout cet aspect de sécurisation et de ce sésame, tel secret, il va passer par la gestion de l'identité. Ouais. En fait, c'est qui Exactement. accède, c'est ça. qui ou quoi accède, et lui, lui, il est... c'est ça. On est... mais c'est un peu ce que font les certificats. Il y a les certificats, les PKI, enfin, au sens... Oui. Et non, on n'y comprend pas. C'est pour ça, nous, Guy Guardian a fortement investi sur la gestion des identités non humaines, donc, parce que c'est vers ça qu'on veut amener nos clients. D'un côté, ton nombre de secrets qui traînent là où ils ne devraient pas traîner doit diminuer,
Et de l'autre côté, sur l'autre partie du produit, c'est ça. Tu dois augmenter le nombre de secrets dans tes vaults, que tes workloads aient accès à ces secrets qui sont voltables, etc. Et ces vases communicants... Il y a une centralisation en fait, qui est hyper importante. Ces vases communicants doivent fonctionner à l'échelle de ta gestion des choses. Mais non, oui, clairement, plus tu les laisses traîner, plus tu te masques le problème, parce que si tu veux pas voir le problème, c'est encore une autre histoire. C'est une gigantesque surface d'attaque. Ouais. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est même pas d'avoir les mots de passe dans des vaults, c'est de plus avoir de mots de passe du tout. Ou de plus avoir de mots. Oui, c'est vrai, je suis toujours câblé sur Vault. Il y aura plus de en IDP instantané, mais en fait, c'est très complexe. Ça, c'est complexe, mais surtout, je pense que ça va aussi poser de nouvelles questions. Quand tu poses la question, par exemple, de ta chaîne CI, okay, tu vas devoir te poser une question rigolote. Qui est donc ma chaîne CI? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Qui est ma chaîne CI? Elle est hyper protéiforme. Non, mais le truc, c'est que grosso modo, tu vas devoir donner une identité à ta chaîne CI. C'est un truc tout con comme ça, mais un truc auquel tu n'as jamais réfléchi. Oui, mais ce que tu disais me fait penser à les éditeurs. Les éditeurs sont pas encore prêts aussi. Je pense à un éditeur, justement. Je n'ai pas envie de citer son nom, mais. Citons pas. Tu vois donc les agents arrivent, ils ont besoin de clés d'accès pour faire des trucs, etc. Mais on voit bien que chez certains éditeurs, si tu lui donnes une clé d'accès, tout de suite il a tout. Si je vais trop loin si je donne une vue un peu extrême, il a quasiment toutes les permissions. Les granularités ils sont pas quoi. Les granularités ils sont pas du tout. Et tu vois cet éditeur là qui dans les dernières semaines, quasiment semaine, hop, tu vois tes clés d'accès, la granularité par exemple qui arrive. Et oui, qui arrivent sur les clés d'accès où tu peux finement donner des permissions très 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 fines à cette clé qui va être distribuée à tous les agents dans ta boîte si tu veux. Mais oui, les éditeurs aussi, mais comme je disais au début, ils le font à marche forcée, ils le font très très vite, parce que leurs clients sont en train de se dire, attendez les gars, tout le monde chez moi a au moins 4 agents par laptop, si je ne peux pas avoir cette granularité-là, ça ne marchera pas, et je vais peut-être me débarrasser de cet éditeur-là pour en prendre un qui a ça en tête tout de suite, si tu veux. Et encore une fois, c'est ça, c'est ce développement agentique dont on parlait au début, qui pousse tout le monde à être mieux protégé, à être mieux organisé et à prendre en compte tous ces sujets-là. Parce que la granularité des permissions, ça fait des siècles qu'on sait qu'on en a besoin. Mais là, on voit le truc de la stratégie d'entreprise. Parce que ce que tu dis, par exemple, quand le management dit, moi, je peux arrêter avec un éditeur parce que je n'ai pas la granularité nécessaire au niveau des clés. J'imagine que lui, une des raisons pour lesquelles on opposerait ça à un éditeur, c'est l'aspect budgétaire. J'ai envie de savoir qui consomme le plus parmi mes équipes, etc. Oui. Et donc, ce que je veux dire par là, la safe place ne vient pas forcément motivée par un aspect sécuritaire. Elle vient par souvent un truc, on veut maîtriser ses coûts, on veut monitorer pour des raisons qui appartiennent même pas forcément parfois au management, ce qu'on va dépenser chez tel ou tel. Mais ça, tu l'as déjà. On peut déjà l'avoir. Aujourd'hui, ça existe, ce report-là. Que ta clé soit utilisée pour tel éditeur, ces reports, ils les ont déjà, je pense. C'est pas la granularité qui t'amène une meilleure visibilité de ce point de vue-là. En revanche, encore une fois, je pense que tout le monde se bouge, là, à cause de Mythos, par exemple, et de toute la peur qui tourne autour de ça. Il faut que tout le monde soit prêt pour l'arrivée de Mythos et qu'il n'y ait pas un trou, que tu ne sois pas l'éditeur dans la chaîne, dans tout le portefeuille que le CISO ou le CTO possède, tu ne sois pas l'éditeur qui n'a pas donné les moyens de protéger correctement ou d'organiser les choses correctement quand le dégommage va arriver. Quoi. Dans l'absolu, parce que là j'imagine que cette peur dont tu parles de tes clients, c'est comment ils la verbalisent, qu'est-ce qu'ils en disent par rapport à Mythos? Qu'il faut accélérer. Et je crois même que le directeur de la Banque centrale US a réuni les banques, ce qu'on appelle les banques systémiques aux États-Unis, celles qui, si l'une d'elles s'écroule, le système va s'écrouler, en leur donnant ce mot d'ordre, quoi. Préparez-vous, soyez nickel quand le truc va arriver. Parce que Mythos sera disponible aussi pour les attaquants. Alors, je ne sais pas quel va être le modèle la politique d'Anthropic là-dessus, mais après, c'est un éditeur il édite un produit, il le vend, voilà. Oui, il est juste en train de... Il va se retrouver dans les mains de tout le monde. Il va se retrouver dans les mains de tout le monde. À un moment donné, il va se retrouver dans les mains de tout le monde. Alors, je sais... Et ils essayent de...
C'est ce que je disais au début. Je ne sais pas si construisent une peur un peu autour de ça pour faire monter la sauce, mais après on voit des choses qui sont dites par des personnes qui sont pas là pour tomber dans les pièges marketing et qui confirment un peu tout ça. Donc j'y crois assez. Là, Opus 4.7 qu'ils viennent de sortir, par exemple, c'est un modèle qui est déjà très puissant. Si tu veux l'attaquer, si tu veux l'utiliser pour faire du red teaming, pour faire des attaques, tu dois t'auto-référencer auprès d'eux, etc. Ça commence à arriver, quoi. Ils arriveront à faire quelque chose. Ils arriveront à bloquer au niveau technique. On va arriver à se mettre au carré, comme tu disais. Mais après, il y a tous les gens qui utilisent tout ça. Et ça va forcément moins vite. Et donc, c'est le facteur X. Hein. C'est des failles ambulantes, les gens. Oui, mais ça a toujours été, quoi. Tout ce qui est social engineering là-dessus. Je pense que vraiment, les discussions sont intéressantes parce que je ne suis pas sûr qu'on ait de quoi, en réalité... imaginer comment ça va se passer réellement. Et là, il faut avoir le pied sur le terrain et être au contact. Et parce que pour moi, il y a aussi la potentialité qu'à un moment donné, les risques soient trop gros et qu'on puisse aussi tout couper. Et qu'il y ait un AI Act énervé. Et tu vois, c'est important qu'en tant que personne du terrain, on fasse des remontées concrètes et réelles au management sur ce que ça représente en termes de charge, la gestion des secrets, ce que ça représente en termes de difficulté de marcher toujours contre la montre. Hein, et que oui, on est conscient, ce que vous avez tous très bien dit tout à l'heure, personne n'a envie de foutre un secret en dur, un mot de passe en dur dans son code, personne ne le fait, très rare, sciemment. Et donc ça, je pense qu'il faut le remonter et mettre en place, créer des choses qui ne viennent pas forcément top-down, mais plutôt bottom-up, c'est-à-dire pas attendre que le management décide une nouvelle règle de sécurisation des trucs, mais que les équipes elles-mêmes proposent. Tu vois. C'est de toute manière, historiquement, dans les organisations, c'est l'une des meilleures manières pour vraiment, c'est les gens qui vont amener cette solution. La solution, on l'a vu dans l'industrie plusieurs fois, mais encore une fois, une organisation, des êtres humains à faire évoluer, c'est touffu, quoi. C'est touffu et ça prend plein de formes. Je pense pas que... ça va dépendre. C'est difficile, comme ça bouge toutes les semaines en ce moment, de toute façon, c'est du côté de l'IA, mais je pense pas qu'on en arrive à couper des secteurs. Tu vois ce que je veux dire? On n'arrivera pas au... Parce que ça veut dire que tu coupes l'économie, tu tues l'économie, en fait. Tout est informatique, tout est numérisé, tout est en réseau, tout est... C'est pas parce que tu vas commencer à te faire dégommer beaucoup... Enfin, ça va dépendre de l'ampleur de la catastrophe. C'est un peu ça, le truc. Ça va dépendre de l'ampleur de la catastrophe, mais est-ce que... je sais pas, couper tous tes comptes en ligne, Non, je pense que tous tes comptes en ligne... Les USGA, ils peuvent très bien dire... parce que là, ça explose dans les entreprises. On peut très bien se dire, oh là là, avec Mythos, on va calmer ça. Ouais. Et du coup, on perd pas, mais on avance moins vite. Ou on contraint des avancées qui auraient été intéressantes pour le monde du travail, pour le business en soi, l'innovation business, et qu'on l'a dédié à des trucs qui sont déjà en place. Faut voir ça aussi comme une espèce de processus d'équilibre. C'est-à-dire que si tu as quelque chose d'extrêmement puissant d'un côté, tu vas avoir des freins de l'autre. Et quelque part, en fait, moi, j'ai quand même une vision, alors peut-être un peu optimiste de ça. C'est-à-dire que le raz-de-marée IA qui emporte tout sur son passage, en fait, tu sais, c'est le principe. Hein, tu as la vague qui monte, et puis à un moment qui va se stabiliser. Peut-être que c'est quelque chose aussi où ça va être aussi une prise de conscience qu'il faut peut-être pas aller trop vite sur des processus IA. Alors, sans rentrer, j'adore les références littéraires ou artistiques ou quoi, donc dans Dune, qui se passe dans des millions d'années par rapport à nous, qui disent tu ne feras pas d'intelligence à l'image humaine ou des machins comme ça. Donc voilà, pas d'intelligence artificielle dans Dune. C'est l'avenir que nous réserve Frank Herbert. Moi, j'y crois pas du tout. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il y a un moment où c'est quelque chose qui va freiner l'avancée de l'IA. On va s'apercevoir qu'il y a un truc qui s'emballe complètement, qui va aller beaucoup trop vite, et qu'il va falloir trouver quelque chose pour le modérer. Donc, la sécurité serait peut-être un des premiers facteurs tempérants
qui permet de calmer un peu le processus pour qu'on revienne à quelque chose. Tu dis d'un qu'on peu en a plus, besoin de ce, ouais, de je ce- suis de pas ce d'accord. processus. C'est une façon, Non, c'est une façon de pense- voir la chose. Je C'est une pensais, façon de voir la chose. je pensais que tu voulais développer, quand tu commençais à parler d'équilibre, je pensais que tu allais développer un autre aspect. Je suis pas d'accord. Enfin, Ah, on vas-y, est assez mauvais, je pense, parce qu'on est dans un système de croissance Mhm. exponentielle permanent pour calmer les choses. Enfin, Oui, culturellement c'est- et structurellement. on reste Faut nerveux. se dire, C'est pas faire. on reste nerveux, il faut toujours plus vite, toujours plus. Mm. C'est marrant le côté de faire ce. Enfin, nous, on bosse qu'avec le marché US, grosso modo. Mm. Le marché français, je les connais pas. Vous êtes à peu près les seules personnes à qui j'ai parlé de ce milieu-là, de ce Ok. problème-là, en fait. Tu veux dire Geek Guardian n'a pas de clients en France? Si, on en a, mais personnellement, dans mon boulot, qui est de voir Ouais. et de parler avec les Ouais. clients, Ouais. pour l'instant, j'ai fait que les clients US, donc je vois, j'ai ce biais-là US. Ok, ok. Mais, et du coup, de vous voir réagir sur. Tu vois, ça m'a un peu étonné. On est en train de se dire que c'est un problème, si tu veux. On est en train de se dire qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Et je suis. Alors, c'est parce que j'ai la tête dedans. Pour moi, c'était acté ça, qu'il fallait faire, que c'était Ouais. dans toutes les entreprises que vous connaissez mieux parce que vous en voyez plein, vous avez plein de missions dans divers endroits, etc. Beaucoup plus que moi. Vous voyez les différents cas, contextes différents. Et que tu te dises ça, et que tu n'es pas un seul exemple où tu te dis, dans cette boîte-là, c'est aux petits oignons, c'est fou. Quoi. Alors que le terrain de jeu de Finaxis, c'est les banques. Donc, Ouais. après l'armée, il y a eux qui sont Ouais, sous c'est ça. Il y, pression. a les, tu il y a vois. les banques, il y a aussi tout ce qui est données des personnes, non? Tout ce qui est. Je veux dire, dans sécurité leur sociale et tout business ça. à eux, Non, ils sont sous l'œil des régulateurs de tous les Oui, côtés. voilà, c'est ça. Ils ont, Et pour moi, il y a des applications secret défense, là, comment ça pour s'appelle moi, qu'une banque soit pas à cheval sur la question de où circulent les secrets liqués, etc., que ce soit pas dans le top 5 des Mathieu. trucs à gérer, Mathieu, ça me semble c'est un fou, quoi. bordel. Moi, je voudrais juste dire une anecdote assez marrante qui m'est arrivée. Là, c'est tout dernier temps, en fait. Je travaille sur un petit projet qui est rigolo, à savoir de mutualisation de pipeline CI et de pipeline CD as a service, d'accord? Donc, la pipeline CI, j'arrive à tout mutualiser et puis à invoquer des steps, des stages, ça s'appelle des stages, relativement facilement. Alors, l'idée, c'est de pouvoir invoquer des stages sans avoir besoin de te préoccuper de comment c'est implémenté derrière. Je suis très content de moi. J'ai quelque chose d'assez bien ficelé, puis je commence à vouloir le tester, d'accord? Parce qu'il faut le tester en grandeur nature. Et là, en fait, je m'aperçois du problème suivant. Mon corps, il faut que je le mette dans un dépôt Git, d'accord? Et mes overlays, bah, ils sont dans d'autres dépôts Git. Les dépôts Git des projets, enfin, tu vois, ils sont ailleurs. Et je m'aperçois, avec un peu de déception, qu'en fait, Argo CD, pour pouvoir déployer, il faut qu'il se connecte au dépôt Git, mais il faut aussi qu'il se connecte au corps. Or, Argo CD, lui, il a le droit à un seul mot de passe. Le mot de passe du dépôt où il y a où il y a le projet de déploiement, quoi. Donc, du coup, en fait, je me retrouve bloqué. Je peux pas faire ce que je veux et je suis limité par quelque chose qui est intrinsèque à l'outil. Alors, si tu es dans quelque chose où tu as un mot de passe qui est géré de manière hiérarchique, où c'est le même mot de passe de déploiement pour tous les projets Argo CD, il n'y a pas de problème. Donc, Argo CD, il a un seul mot de passe. Il peut se connecter à tous tes dépôts Git. Et donc là, il peut prendre tes overlays d'un côté, ton corps de l'autre. Il met les deux ensemble et il envoie. Quelque part, en fait, c'est bien parce que tu peux déployer. Mais d'un point de vue de sécurité, c'est mieux de dire chaque dépôt a son mot de passe et Argo CD se connecte à un seul dépôt. Mais il y a un truc qui est limitant. J'ai pesté à ce moment-là, j'ai eu une frustration terrible parce que je me suis dit, ça a été mal pensé. Il y a quelque chose qui a quelque part été mal pensé. Et encore une fois, je reviens à cette façon, ce cycle de vie du mot de passe qui, à l'heure actuelle, n'est pas dans les consciences et n'est pas une problématique. C'est juste, j'ai un mot de passe, je veux le sécuriser, je veux pouvoir y accéder. Ok, j'y ai accédé. Mais son cycle de vie et les cas d'usage, en fait, si tu veux, les cas d'usage du mot de passe, aujourd'hui, ne sont pas à l'esprit bien pensé. des gens qui fournissent des solutions. Ouais. Tu vois. Et quand tu es face à ces cas de frustration extrême, au bout d'un moment, tu de code un Non, machin, alors, parce que oui, alors ça, non, alors, je croyais que tu allais en arriver là, en fait. Bah non, j'ai fait machine arrière. Du coup, Oui, tu ce n'as pas fait projet-là le qui était hyper intéressant, Tu l'as pas fait. j'ai pas fait. J'ai réussi à faire la Voilà. CI parce qu'elle était comme ça. Mais le truc des overlays d'un côté et du corps de l'autre et de pouvoir appeler mon corps comme ça, Tu l'as pas fait comme ça.
Tant pis. Mais tu tant pis, soulèves tant pis. les limites. Enfin, c'est notre. La fin des secrets, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pour moi typiquement le sujet qui va nous amener à un moment donné à avoir plein de raisons de se dire les secrets, c'est pas le bon axe de gestion de la clé qui nous permet d'accéder à une donnée, à un endroit, à un système. Tu vois, et que la gestion des identités, c'est déjà un petit peu mieux. Je suis persuadé qu'on va trouver d'autres manières de faire. Souviens-toi, je te balance une petite dédicace, mais TIAP, tout ça. Bien sûr. Donc, on a beaucoup bossé ensemble au lab Finax en R&D. Et donc, à un moment, on pensait à l'époque, c'était en utilisant la blockchain, mais à faire une autorisation des systèmes, pas par clé, pas par mot de passe, pas par certificat, mais par vote dans un protocole blockchain. Non, attends, vous étiez allé très loin. Là, on était allé. Non, mais attends, c'était les habilitations en fait. Des habilitations. Sur les habilitations, en tout cas, les mots de passe et tout. Permettre à quelqu'un d'accéder à un système, pas par un mot de passe, pas par clé, mais passer un quorum. Voilà, donc deux trucs qui, tu vois. On n'est pas allé au bout du sujet. En revanche, tu vois, c'est une autre manière de voir. Je suis persuadé, et plus on avance en termes de techno, plus on a des choses qui sont plus facilement actionnables. Les perfs des machines permettent de faire plus de trucs. Là, en l'occurrence, la partie blockchain, c'était lourd à faire. Mais tu vois, de se dire que les systèmes entre eux peuvent valider l'accès ou non d'une machine, mais pas parce que tu es écrit dans un registre, mais plutôt parce que l'acte que tu vas performer paraît légitime, alors on vote que tu as le droit d'y aller, mais que les machines vont aussi voter pour ou contre à plusieurs, tu vois, et que ce fameux quorum va exister. Mais on va arriver vers là. Bon, il y a le protocole dont j'ai parlé. Quand on se balade dans les événements tech aux US, tout le monde ne pense qu'à ça. Dans la tête des gens, il faut qu'on aille vers la fin des secrets et on trouvera des systèmes. Bon, celui-là, il me semble assez science-fictionnel quand même. Mais bon, voilà, ça fait partie d'un lab. Tu testes des trucs et tu vois, et on va arriver. Il y a déjà des solutions qui sont un peu proposées, etc. Il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger, mais à mon avis, comme tu le dis, dans un seul sens, qui est c'est dépassé le fait d'avoir une clé de 74 caractères avec une autre entropie qui te sert de ça. C'est avant, c'est le mode d'avant, c'est le monde d'avant. C'est déjà le monde d'avant. Ouais, et ce qui est bien, c'est que nous, on a vécu à la fois le monde d'avant et qu'on sera encore vivant demain. Pour le monde donc c'est pas mal, on va pouvoir voir si toutes nos élucubrations, toutes nos projections vont se réaliser ou pas. Hein. Ouais. En tout cas, merci. Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Je voudrais vous demander à chacun votre mot de la fin sur le devenir des secrets et comment on pourrait améliorer aujourd'hui, parler très concret pour les gens qui nous regardent, notre manière d'en faire usage. Mathieu, je te donne la parole. De mon côté, j'aimerais dire de faire en sorte pour le futur d'accepter la nouveauté, d'accepter l'innovation, d'accepter ça. Il faut être précautionneux, il faut faire attention, il faut se préparer à des changements de paradigme, etc. Mais ce qui nous arrive et va changer énormément de choses. C'est ce qu'on était en train de dire. L'IA va changer énormément de choses. C'est un outil transformatif qui va changer beaucoup de choses et il faut l'accepter. Et il faut le prendre pour en faire quelque chose de bien, pour construire des choses qui vont nous amener dans le système d'après, dans l'état d'après. Ça ira vers un monde, comme on disait, sans secret, à mon sens, pour que ça offre le moins de surface d'attaque possible. Mais je pense qu'il faut bien se prémunir contre la peur, contre je m'enferme, contre etc., pour continuer à bénéficier pas que de l'IA, mais des décennies d'évolution technologique qui ont été portées précédemment et continuer à en bénéficier de manière sécurisée. Voilà. Très bien, très clair, merci. Vas-y, Stéphane. Eh bien, écoutez, moi, de ce que j'entends, je suis toujours cette vision tournée vers l'humain. Et je pense qu'en effet, il y a... C'est une de mes positions par rapport à l'IA, il y a vraiment ce sujet des use cases de l'IA. Et on a dit tout à l'heure ici que c'est un outil grand public. Et on se rend compte que pas tant que ça finalement. Parce que quand le grand public commence à l'utiliser, il offre pas mal de surfaces de contact. Alors, j'entends ton discours où il ne faut pas avoir peur, il faut se prémunir, il faut
faut essayer, pourquoi pas, d'utiliser cet outil pour se protéger mieux. Mais il y a ce point-là, et on est en toutes les attaques qui tournent autour des secrets. Si je me souviens bien, on est quand même sur quelque chose de très simple et qui rapporte beaucoup. Je me dis, il y a certainement des montages d'attaques beaucoup plus complexes et beaucoup moins visibles peut-être, qui sont en train d'être mis en place, qui vont être mis en place grâce à des outils dont on a parlé, comme Mythos, d'Anthropic. Ça prouve juste qu'on va rentrer là dans une phase au niveau de la sécurité, mais pas que. Tu as dit tout ce que ça pouvait apporter. On est conscient que c'est quelque chose de transformatif. Ça va être une phase un peu folle. Ça va être une phase un peu folle. Comme dans tout ce genre de phase, tout ce genre de révolution, il y a des gens qui vont perdre des plumes. Il y en a d'autres qui vont en profiter. Il y a des gens qui vont construire grâce à ça. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, avec secret, sans secret, de l'identification, on passe par l'identité ou pas. Je pense que l'identité, c'est vraiment l'avenir. Et puis, c'est certainement quelque chose de plus rapide. Mais ça fait penser à d'autres choses. Hein. L'identité, comment on peut être classé, suivi, pisté. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui vont autour de ça. Et je pense qu'on va pas y louper. Hein. On va pas y louper. On va les avoir, ces sujets-là. On va avoir cette vision au niveau de la société, au niveau sociétal. Et écoutez, messieurs, espérons qu'on sera toujours là pour venir en parler ici. Ouais, on se fera le débrief. C'est clair. Alors moi, j'adore ce que tu as dit, Stéphane, parce que justement, en fait, je voudrais vraiment rebondir sur cet aspect que l'IA, ça ouvre d'un côté l'informatique à tout le monde, mais en fait, ça reste l'informatique appartient aux professionnels. Et effectivement, alors c'est-à-dire que, en gros, je vais te donner une autre image. Tout le monde peut acheter une guitare et gratter dans sa chambre, ok. Mais après, Steve Vai, Mark Knopfler, ils sont là où ils sont parce que voilà, quoi, eux, ils ont un niveau vraiment supérieur. Moi, je pense que je veux attaquer la chose. Je veux repartir de ce que tu as dit. D'accord? Vraiment repartir de ce que tu as dit, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, moi, ce que je vois émerger dans cette utilisation de l'IA, c'est ce que on commence à appeler, alors avec Fabien, c'est le directeur technique de Finaxis, que je salue par la même occasion, on commence à appeler ça le workflow du développeur. D'accord? Donc tout à l'heure, je parlais de workflow de mot de passe. Là, en fait, je parle d'un autre workflow. Là, maintenant, en fait, la vision que j'ai en tête, c'est le workflow du développeur. Qu'est-ce que j'appelle par là le workflow du développeur? C'est de partir d'un concept extrêmement abstrait et d'arriver de manière extrêmement contrôlée, maîtrisée, systématique à du code exécutable en production. Et parmi les réflexions qu'on a eues, c'est habilitation, comment est-ce que on peut intégrer dans ce workflow du développeur toute une réflexion au travers de l'habilitation des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. On a parlé de la disparition des mots de passe. Moi, la disparition des mots de passe, c'est quelque chose que je vois comme un rêve. Mais c'est de la même manière que... Parce que t'es pas le seul. Ah ouais, non mais... Attends, mais moi, c'est une douleur à chaque fois qu'il faut ouvrir qui passe, mais c'est une douleur de se souvenir, tiens, la dernière fois, mon mot de passe qui passe, c'était ça. Bien évidemment, il est quelque part écrit, parce que sinon, je m'en souviendrai pas. Donc, tu vois, c'est des failles sur des failles sur des failles sur des failles. Le fait de faire disparaître les mots de passe, c'est énormément de douleurs qui vont disparaître. Moi, ma vision de ça à l'heure actuelle, c'est plutôt penser en termes d'habilitation plutôt que de mots de passe et de trucs comme ça, et d'autorisation individuelle, de penser en termes de, ok, donc quelles sont les actions qui sont legit que je fasse ou que je fasse pas, ou des trucs comme ça. Donc ça, aujourd'hui, ma vision de la chose... Ouais, alors c'est le mot de la fin, donc ok, alors voilà. C'est un débat de fou. Donc voilà, mais moi, je pensais, voilà, workflow du développeur et intégrer cette notion-là dans le workflow du développeur sur les habilitations. Ça s'y prête totalement. Tu as déjà des trucs, sur GitHub, même en public, tu as des frameworks comme ça. Il y a des trucs, il faut que je regarde. Il y a des stratégies d'habilitation. C'est lié à l'organe. On en revient. Oui. Complètement. Mais c'est pour ça que je te dis, je réagis à ce que tu as dit de manière hyper positive, parce que ça se rejoint. L'habilitation et l'organe,
Ouais. Donc, finalement, au Tu lieu vois de qu'on se a envie de fighter, débattre, on a est fait, chaud là. on a fait Ça veut relancer une pièce. Hein. Ouais, en tout cas, bah merci. Oui, je vois. Enfin, de toute façon, le futur est là pour nous offrir ces opportunités de mettre en place ce genre d'organisation. Mais je pense que ouais, pour le coup, l'IA et maintenant en plus avec les développements agentiques, c'est fait pour quoi. Tu vas avoir ton agent d'habilitation, tu lui donnes ton use case, t'as la topologie de ton entreprise, enfin tous ces trucs-là et ça va le faire. Et voilà, mais merci Avi. Et puis moi, petit mot de la fin. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, grosso modo. Hein. Je pense qu'effectivement, le sujet autour de secret n'en sera pas à terme, pas tout de suite, à mon avis, hein, parce que connaissant les entreprises pour qui on travaille ou on a travaillé, il y a vraiment un trésor enfoui de secrets partout. En revanche, ouais, là, ce que je voudrais moi mettre en avant, c'est sur mais on l'a pas mal évoqué pendant la discussion, sur l'IA. Effectivement, éviter de réagir par peur, ce qui viendrait bloquer un certain nombre d'opportunités, mais le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses, on sait qu'il peut y avoir un impact global. Il faut profiter de ces risques-là qui apparaissent plus criants qu'avant, du fait de la rapidité de l'IA, du fait des volumes, du fait de toute sa puissance, pour commencer enfin, ou en tout cas pour ceux qui ont déjà commencé, aller plus loin dans les questions qu'on se pose sur nos propres métiers. Et nos métiers, on fait plein de choses au quotidien, que ce soit des actes techniques, des actes relationnels, des actes organisationnels, face à des clients, bref. Et on fait souvent des choses qui ne sont pas forcément hyper utiles et qui offrent de la surface d'attaque dans le cadre de nos discussions et qui nous prennent du temps et qui prennent du temps de notre cerveau à ne pas travailler sur l'essentiel du travail qui pourrait être bien fait, qui pourrait nous permettre d'empêcher à terme qu'on nous dise que l'IA coûte trop cher, consomme toute l'énergie de la planète et qu'il ne faut plus l'utiliser, donc qu'on puisse nous-mêmes devenir un peu plus frugaux. Donc on reste que de nous-mêmes, notre réflexion nous amène à utiliser ces outils-là avec parcimonie et intelligence artificielle. Aïe. Ah là là, il fallait que je la place. Merci à tous. C'était Merci. génial de discuter avec vous. J'ai passé un bon moment. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci Stéphane. Ouais, les gars. Puis à tous, merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux de Finaxis, LinkedIn, YouTube. On est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Plein d'amour. Ciao, ciao.